Donc on enchaîne avec une nouvelle table ronde très importante. On va parler du danger d'avalanche en France et de la prévention de ce risque. Et là, une information, enfin je dirais une orientation très importante. Les professionnels de la montagne, les guides, mais pas seulement, les moniteurs, etc. Nous pensons, les professionnels français pensent qu'ils peuvent venir appuyer le travail de Météo France, et à l'instar de ce qui se fait dans d'autres pays déjà, comme en Suisse et en Italie. Et donc, on va organiser cette table ronde avec un dialogue, avec des guides suisses, des guides italiens, Météo France, nos experts, mais également la gendarmerie, puisqu'il y a une interaction très importante, très utile qu'on pourrait développer. Donc voilà, donc on va lancer ce sujet, c'est très important. Allez, on s'y lance. Feu flamme. Hein, on y va. On y va. Donc, et c'est Jean-Louis Verdier qui va animer cette. Ouais, mais on s'est calé avec Jean-Louis. Là, je vais faire et puis okay. Il va avoir un peu la parole. L'idée, c'est qu'on soit un peu réactif. L'idée, c'est que la salle elle puisse participer aussi. Donc, au lieu de vous appeler un par un, je vous invite à monter en direct et vous vous présenterez chacun votre tour en faisant l'intervention aussi. Voilà. Bonjour tout le monde. Salut. Ciao, come stai? Ok, alors Jean-Louis, ça va être à toi la première intervention. Donc, améliorer la gestion du risque d'avalanche en France. Donc, tu te présentes, tu interviens, et puis comme ça, après, chacun se présentera. Quelques mots. J'ai repris un petit peu l'animation de cette table ronde, très rapidement. Jean-Louis Verdier, donc je suis vice-président du syndicat des guides, vous l'avez compris. Je suis aussi président de l'association météo départementale et pendant 20 ans, j'ai géré les avalanches dans la vallée de Chamonix en tant qu'adjoint au maire, responsable de la sécurité dans la vallée de Chamonix. On a parlé beaucoup ce matin d'outils que l'on a. On a beaucoup d'outils d'information pour la prévention. La Chamoniarde en est un et on a expliqué que ce que pouvaient apporter des associations et des organismes pour l'information des personnes et la sécurité. Mais on a oublié que les guides sont des observateurs importants pour la haute montagne. Alors le BRA, le bulletin d'estimation des risques d'avalanche, on en a parlé ce matin, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué. Personnellement, j'ai eu à l'utiliser en tant qu'adjoint à la montagne. C'était un outil qui m'intéressait beaucoup et sur lequel je travaillais beaucoup, mais c'était facile. C'était facile pour moi puisque venait dans les commissions de sécurité le représentant Météo France de Chamonix qui venait dans les commissions de sécurité. Donc l'interprétation était facile puisque c'était lui qui nous le donnait. Par contre, on s'est aperçu que ce bulletin qui était utile pour la sécurisation des routes et des habitations n'était pas forcément utile n'était pas suffisamment fin et suffisamment précis et puis trop dilué par rapport à l'utilisation que pouvaient en avoir les professionnels, mais aussi les amateurs qui l'utilisent. Donc notre volonté aujourd'hui, et c'est ce qu'on avait mis un petit peu en exergue lors des assises de Nice, notre volonté c'est faire ce rapprochement entre les professionnels qui sont moniteurs, guides, pisteurs, Météo France, comment on peut travailler dans l'avenir ensemble pour faire un bulletin plus précis, mieux peut-être que précis, Alain tout à l'heure en dira plus, mais c'est peut-être pas le terme précis, mais plus adapté à la haute montagne qu'il ne l'est aujourd'hui. Et les meilleurs observateurs, c'est vous tous, puisqu'on est toujours en haute montagne. Alors pour ça, on a toutes ces personnes qui sont autour de moi là pour en parler. Je vais d'abord appeler Monsieur Pierre Matet, qui est là, qui va parler de ce qui se fait en Suisse. En Suisse, beaucoup de choses sont faites. Il y a une vraie collaboration entre les professionnels et le centre de Davos. Donc, Pierre, je te laisse la parole pour dire quelques mots. Merci. Bonjour à toutes et tous. C'est moi qui gère ce truc-là, ouais. Tac. Voilà. Une slide d'entrée, en fait, avec une image de la cordée suisse pour la prévention des avalanches, où on a rassemblé 14 institutions nationales
Et ça me fait rebondir sur les tables rondes précédentes où on se rend compte du besoin de travailler ensemble, d'échanger, et puis surtout de déterminer un vocabulaire, un wording commun. J'ai entendu ici BERA, BRA, BA, un bulletin d'avalanche, ou ARVA, DVA. Et le premier travail que l'on a fait en Suisse, c'est ça, c'est de mettre tout le monde au diapason, de parler le même langage. Et même l'armée fait partie de ce groupe de travail. Les guides de montagne, on est bien évidemment les plus petits de toutes ces associations. Mais sur les 14 délégués qui siègent dans ce groupe de travail, eh bien 10 sont des guides de montagne. Voilà, ça c'est le BERA suisse. Un peu comme ça se fait chez vous, dans les autres pays. C'est intéressant de voir les moyens qui sont rassemblés là derrière. La Suisse a la chance d'avoir une école polytechnique qui gère cette partie-là. C'est géré depuis Zurich et Davos avec une antenne à Sion, en Valais. Alors, c'est une grande équipe qui travaille. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Voilà. Donc, on a 7 à 8 personnes à plein temps qui travaillent pour ce bulletin d'avalanche. Derrière, on a 15 ou 14 informaticiens qui traitent ces données. Donc, ce sont vraiment des moyens conséquents. On a 170 stations automatiques et puis on a 160 observateurs qui font des relevés terrain quotidiens. Et c'est grâce à toutes ces informations qu'on arrive à collecter et à publier un bulletin d'avalanche national. Vous le savez, pour la Suisse, il est publié 2 fois par jour, une fois à 17h pour les randonneurs qui partiraient très tôt le matin et une fois à 8h pour les gens qui vont pratiquer le ski hors piste. Tu peux passer à la suite. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que ce bulletin, il est fiable à 2 tiers. Un tiers du temps, il est faux. C'est très frustrant pour nos amis scientifiques, mais c'est quand même la réalité. Mais grâce à la qualité de ce travail, on peut dire que 2 tiers du temps, ce bulletin d'avalanche est correct. Et les professionnels l'utilisent et lui font confiance. Donc je crois que c'est quelque chose à relever. On aimerait bien aller beaucoup plus loin dans la perfection de ce bulletin, mais ça demande des moyens qui n'existent pas aujourd'hui, qui sont déjà importants, mais qui n'existent pas. Et peut-être que d'arriver avec un bulletin beaucoup plus précis sera très difficile. Le système de mesure dans le terrain, c'est ici ce système IMIS, qui regroupe 170 stations automatiques. Et ces stations travaillent en binôme. Elles travaillent en binôme avec des stations pour la neige. Vous pouvez ici relever ou lire ce qui est mesuré par ces stations. Et toutes les 30 minutes, des relevés sont communiqués au centre névralgique informatique de Davos, 24 heures sur 24. Et puis la deuxième station qui est utilisée en binôme, c'est pour le vent. Donc en fait, elles sont placées de façon très stratégique, celle de la neige abritée du vent, et celle du vent, évidemment, où ça souffle sur les crêtes. C'est la combinaison de ça et des relevés qui nous permettent d'avoir des bulletins d'avalanche plus ou moins performants. 3 paramètres sont déterminants. On a des champs de mesure fixes. On retrouve ça dans les remontées mécaniques, dans les stations de ski. Chaque responsable de sécurité a un champ de mesure fixe. Ensuite, on a les observations dans le terrain. Et là, les guides, mais pas seulement, jouent un grand rôle dans ces relevés. Et puis enfin, on a l'estimation du danger d'avalanche. Et ça, c'est le job de tous ces scientifiques. En fait, on s'est rendu compte que les gens de terrain, les guides, avaient beaucoup à dire, mais on n'était pas tellement capable d'exploiter ces données et puis de les transmettre. Donc derrière, ce sont des spécialistes qui reprennent ce savoir-faire, et eux le codifient et l'utilisent avec l'informatique et les méthodes numériques d'aujourd'hui pour transmettre quelque chose qui est lisible et compréhensible par le grand public. C'est intéressant et ça permet aux gens d'échanger aussi. Donc on a des chargés de sécurité, des observateurs, des guides de montagne, des randonneurs. Tous ces gens qui rapportent pour le bulletin d'avalanche suisse sont défrayés, rémunérés. C'est un peu suisse, ça. Quand on fait quelque chose, on trouve les moyens pour dédommager les gens. Alors ils ne viennent pas riches, mais tout le monde contribue et la contribution est rémunérée.
Le système de reporting, c'est le SLF Pro que vous avez là. Donc tous les guides et les rapporteurs travaillent là-dessus. Ils sont dans le terrain, ils ont une application et tout ce qui est observé est ramené. Ouais, c'est quoi? C'est les 5 minutes, c'est ça? Est ramené et centralisé. Je termine. Je termine par ce portail, le White Risk, que je vous invite tous à télécharger sur votre téléphone. En Suisse, c'est plus de 200 000 personnes qui ont téléchargé cette application. Elle permet de consulter le bulletin d'avalanche, le bulletin météo et de rapporter également à 3 niveaux. Le niveau Explore, c'est pour monsieur et madame tout le monde. Et ensuite, on a des niveaux avec des licences où les professionnels peuvent aussi apprendre et communiquer. Merci. Ouais, super. T'as pas trop dépassé, hein, mais c'est nickel. En tout cas, c'était clair. Merci beaucoup. Stéphano. Alors, Stéphano, toi, tu es prévisionniste italien et tu es aussi guide. Come stai? Tutto va bene? Tout bien, merci. Merci pour l'invitation. Où est-ce que je dois appuyer pour... Alors, pour la présentation, tu es parti avec la petite zapette. Donc, dans les prochaines 5 minutes, je vais vous faire voir ce qu'on fait, le travail d'ensemble avec l'Office Neige Avalanche, que c'est l'office qui fait les bulletins des avalanches pour la vallée d'Aoste, et le travail avec les guides. On a 2 types de travail. Un, c'est les guides qui sont membres des commissions locales avalanches. Les autres guides qui font des... Bon, là, c'est une italianisation, relief nivologique. C'est pas que des profils, c'est des relevés, on le verra après, à 360 degrés. Donc, pour les commissions avalanches, c'est une loi qui les a établies dans le 2010. Ce sont des commissions qui aident le côté technique pour les avalanches, aident le maire, qui c'est, comme en France, celui qui prend les décisions côté sécurité civile pour son territoire. Donc, on a 17 commissions et les guides font une grosse partie des commissions. Ce sont de 1 à 3 guides de haute montagne qui ont tous un brevet d'observateur nivologique, sont aussi formés par nous sur le côté nivologique. Et après, il y a les directeurs de pistes et un garde forestier qui est la force de police territoriale du coin. Donc, eux doivent supporter le maire. Quoi faire? On a plus de 60 guides, maintenant sont une quarantaine qui travaillent. Ils sont tous rémunérés. On a pris du côté suisse. Nous aussi, on les a rémunérés. C'est qu'on ne devient pas riche en faisant ça, mais ce qu'ils me disent, les collègues qui font ça, c'est qu'on a une grosse formation qu'ils aident même dans le travail de guide, spécialistes sur la nivologie. Et aussi, on est dans un environnement dont on va apprendre pas mal de choses qu'on peut reporter soit aux clients, soit pour décider où aller. Donc, côté des commissions locales avalanches, qu'est-ce qu'ils font? Essentiellement, ils font un travail même tous les jours. Donc, il y a une mesure de hauteur de neige, il y a des piquets dans la montagne, dont ils peuvent voir avec les jumelles quelle est l'hauteur pour savoir combien de neige accumulée on a. En plus, bien sûr, aux stations automatiques qu'on a nous aussi, les observateurs manuels. Et après, ils doivent observer tous les avalanches dans leur coin. Donc, imaginez la vallée d'Aoste petite, on a 17 commissions, donc dans presque chaque vallée, ils doivent voir quelles sont les avalanches observables. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont reporter dans une plateforme web. Et l'exemple, c'est celui-ci. Chaque avalanche, là, c'est une avalanche de fond qu'ils vont reporter. Après, il y a les procès-verbaux, c'est-à-dire sont eux qui doivent enfin décider pas pour le danger d'avalanche dans tous les domaines, bien sûr, les avalanches qui peuvent atteindre les routes ou les immeubles. Donc, ils doivent décider si ouvrir ou fermer les routes. Et là, c'est à support du maire. C'est lui, enfin, qui décide, mais là, c'est le côté technique. Donc, là, la deuxième partie, c'est plutôt la gestion du risque avalanche. Donc, j'ai mis un exemple du BRA qu'on fait en Vallée d'Aoste, juste pour vous informer, ceux qui ne l'ont pas lu, qu'il y a aussi, on va aussi le traduire en français et en anglais.
C'est vrai qu'on peut améliorer la traduction, puisque c'est nous qu'on va la faire, on n'a pas des traducteurs professionnels. Donc c'est presque similaire comme dans tous les pays voisins, le BRA. On a soumis cette année une partie, on l'a copié de Météo France. Il faut copier ce qui est bon. Donc on a mis aussi un résumé des 7 derniers jours pour les gros massifs, Mont-Blanc, Grand Paradis et Mont-Rose, pour aider les usagers. Enfin, donc, on a 4 grosses zones dans la vallée d'Aoste et 26 sous-zones dont on va mettre le degré de danger, qui est variable. Et là, donc, les guides nous aident dans ces relevés pour l'estimation du degré de danger. On a cette année une nouveauté, cette plateforme web qui est utile puisque c'est un bon partage entre tous les releveurs, qui sont les releveurs qui font ça en Vallée d'Aoste. Bon, bien sûr, c'est nous, en tant que nivologue de l'Office Neige Avalanche, c'est le joli côté, aller au dehors et faire le détective de la neige pour connaître la stabilité. Après, il y a un groupe de guides, on a 15 guides non spécialisés. Et bien sûr, les guides en tant que membres des commissions Avalanche et des autres. Je vais presque terminer. Donc, on a un calendrier. Qu'est-ce qu'ils font, les guides? Ils font 3 reliefs par semaine. Et donc, on a 6 guides du 1er décembre au 15 mai. Et plus des situations extraordinaires. Elles vont nous aider quand je vais sur les accidents d'avalanche ou un enneigement tôt dans la saison comme dans cette année. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont mettre? Ils vont mettre pas mal des infos, infos très pratiques. Par exemple, ici, vous voyez en noir la trace qu'ils ont fait en ski de rando. Et en gros, dans la carte, ce qu'ils ont, les données qu'ils nous donnent, à quel endroit ils vont être observés. Donc là, ils nous disent quelles sont les situations avalancheuses principales. Bien sûr, il y a un profil, pas mal des infos écrites et pas mal des photos. Les photos qui sont, ils font partie du relevé. C'est très important. Donc là, c'est une photo d'un relevé qu'ils ont fait la semaine passée. Donc pas mal des infos même très pratiques. Et voilà. Ok, grazie mille. Donc c'est intéressant d'avoir, je présume que tout le monde n'avait pas forcément cette vision aussi précise ouais, tu viens t'asseoir là, du côté suisse et du côté italien. Et maintenant, on va faire avec Alain. Alain, il essayait de trafiquer mon timer pour lui, ça met plus de 5 minutes, dis donc. J'ai vu, Donc tu nous présentes sur le côté français. Allez, c'est parti. Merci beaucoup. Merci infiniment à nos amis suisses et Val d'Aoste d'être venus nous présenter ça, parce que nous aussi, on va copier. Mais que le meilleur, que le meilleur. Ok. Donc, si on vient à la situation française, il y a un mauvais constat. Le mauvais constat, c'est qu'on a beaucoup trop d'accidents d'avalanche, y compris des accidents qui impliquent des professionnels. Mais il y a une bonne nouvelle. Et la très bonne nouvelle, c'est que je suis vraiment convaincu, et je ne suis pas le seul, qu'on a une grosse marge de progression. On a une vraie marge de progression. Non seulement on a de la marge, mais elle est assez facile à mettre en œuvre. C'est un petit peu ce qu'on va voir là. Donc, pour progresser, on va s'inspirer de nos voisins. Et puis aussi, on va se focaliser sur les possibilités de mutualisation de nos moyens, mutualisation de nos compétences. Et cette mutualisation, c'est ce qui va nous amener, j'en suis convaincu, d'abord à progresser ensemble, et puis avoir des résultats qui se traduisent par une baisse de notre accidentologie avalanche. Alors là, c'était pour avoir une vue globale de la situation. Donc on va parler un petit peu de l'organisation en France et comment on envisage d'avoir un partenariat étroit, contractuel, formalisé entre Météo France et les guides afin de mutualiser nos moyens et de progresser ensemble. Donc voilà, pour l'instant, classiquement... Il veut s'asseoir, lui. Tu restes debout, toi tu t'assois. D'accord. Donc classiquement, le but, c'est de savoir comment on arrive à ces bulletins d'estimation de risque. Donc on arrive à ces bulletins d'estimation de risque par des modèles développés par Météo France depuis 30 ans. Des réseaux d'observateurs. Alors
historiquement, les observateurs en France sont essentiellement les stations de ski. Ce sont des pisteurs qui sont formés pour ça. Et puis après, de stations automatiques. Et puis, ce sont ces informations qui vont vers le prévisionniste qui, lui, va rédiger ce bulletin d'estimation de risque d'avalanche, sachant que ce BRA, forcément, il est destiné à tout public. C'est-à-dire qu'il est unique, il est diffusé une fois par jour vers 16 heures, et donc il s'adresse aussi bien qu'aux montagnards professionnels, aux montagnards amateurs, aux collectivités, hein, les communes, et aux entreprises telles EDF par exemple, qui envoient des gens en montagne. Et par conséquent, étant donné la grande variabilité de destinataires, il est quand même très compliqué de faire un bulletin qui réponde aux besoins de tous. Alors, il nous semblait utile de prendre conscience que, à côté de cette organisation, en fait assez pyramidale, il y a toute une situation de montagne, avec d'une part l'environnement montagne, et puis aussi de nombreux acteurs. Alors, il y a les guides qui sont en montagne, mais il y a aussi des secouristes, des moniteurs de ski, des forestiers, des militaires, etc. Et la perspective, c'est de voir comment tout ce milieu-là peut s'organiser pour justement mutualiser ses moyens. Alors, je prendrai un exemple. Station de mesure automatique, donc il y a tout le réseau qui a été implanté, qui est maintenu par Météo France. Mais on peut aussi citer ce qui se passe en Savoie et qu'a évoqué le président Hervé Guémard tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en Savoie, pour la protection des routes, en fait, on a implanté, développé un autre réseau, un réseau supplémentaire de stations automatiques. Et ces stations automatiques donc, sont en haute montagne et puis ont des fonctions particulières qui sont par exemple la mesure de transport de neige par le vent ici, le fait d'avoir des capteurs déportés comme vous le faites en Suisse. On mesure aussi aujourd'hui les températures de surface neige. Et quand même fait intéressant, c'est que depuis 20 ans, le département de la Savoie donc, a implanté et maintenu ces stations et tout le monde peut avoir accès à ces mesures. Et c'est parce que tout le monde peut avoir accès à ces mesures que les guides, par exemple sur Tignes ou Val d'Isère, consultent certains tous les jours celles-ci, savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit. Et c'est un petit peu, c'est un exemple de ce qu'on attend d'un réseau de stations de mesure, qu'elles puissent être consultées et exploitées par tous. Donc, un des objectifs de l'évolution, c'est d'avoir des guides de haute montagne qui participent aux observations, mais comme c'est le cas en Suisse, comme c'est le cas en Italie, qui soient identifiés, spécialement formés. J'ai la chance de participer à la formation des guides du Val d'Aoste qui interviennent dans ces réseaux, et rémunérés. On va voir si est-ce qu'on copie les Suisses ou pas, on verra. C'est pas moi qui décide, je crois. Alors, un petit mot sur ces situations en haute montagne, avec un focus sur ce que pourraient apporter les guides. Ce qu'on peut faire, c'est factuel. Et quand je parlais de grosses marges d'amélioration, je m'inspire de ce qui a été dit par Bruce Trumper, qui est un prévisionniste américain qui a bossé Alaska, Colorado. C'est un vieux briscard de la prise dans l'avalanche. Et quand il est parti en retraite, on lui dit « Qu'est-ce que tu as appris ?» Et il dit « Ce que j'ai appris, c'est ce best sign of avalanche, avalanche. » Et c'est vraiment majeur. Et autant cette info, peut-être il y a 20 ans, n'était pas très importante, aujourd'hui elle est majeure. Pourquoi ? Parce qu'on voit une avalanche, paf, dans les secondes qui suivent, avec un téléphone, la communauté totale peut être au courant. Donc aujourd'hui, la prévision, effectivement, c'est un métier, mais la communication en temps réel, c'est une partie de ce qui peut nous faire progresser de façon très précise. Je prends un exemple, juste pour être très clair, pour éventuellement les non-montagnards ou les montagnards occasionnels. Ça, c'est il y a moins d'une semaine. Il y a moins d'une semaine, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a les services, la gendarmerie de Briançon, qui a lancé des alertes en disant « Ah, ça part de partout ». Et l'information était vraiment très importante. Et en même temps, quasiment en même temps, il y a le service des pistes de Serre Chevalier qui a diffusé ces photos en disant on a fait un tir au gazex là-bas et regarde, on a détruit ici la cabane de télésiège. Cette information,
elle m'a été transmise par un guide. Donc il y a les gendarmes qui sont impliqués, les services d'épique qui sont impliqués, il y a les guides, je cherche Philippe Buil par là, qui m'ont transmis l'information. Et tout ça a permis de savoir très vite que des phénomènes d'ampleur tout à fait exceptionnelle, puisqu'on casse du matériel, des phénomènes d'ampleur tout à fait exceptionnelle se produisent là, en ce moment, dans les écrins. Et donc ça, c'est le genre d'information qu'on trouve majeure et qu'on souhaiterait voir mieux diffuser. Alors, juste une petite parenthèse ici, qu'est-ce qu'on fait en montagne? Voilà, on fait aussi des tests nivologiques comme ça, parce qu'on sait se déplacer en montagne. Voilà. Et nous, on sait ce que ça signifie quand un bloc de neige s'effondre comme ça. Et voilà, est-ce qu'il part tout seul? Est-ce qu'il faut mettre un petit peu de pression s'il manque de pente? Ça, c'est un modèle. C'est un modèle d'avalanche qu'on va chercher en montagne et qui nous apporte énormément d'informations. Et c'est ça qu'on aimerait bien partager plus efficacement que par notre chaîne YouTube aujourd'hui. Voilà. Ceci pour que, effectivement, d'un côté, ces informations pourraient nettement améliorer, je pense, hein, mais on en a discuté avec Cécile et apparemment c'est le cas. Ok, je suis bientôt dans les temps. Et donc, d'une part, ce bulletin d'anticipation des risques d'avalanche peut être probablement amélioré, mais il est pour tout public et on ne peut pas tout y mettre. Donc, ces informations dont on compte structurer la collecte et la recherche servent déjà, et on souhaite formaliser la possibilité que nous avons, les guides, de faire des tests spécifiques très réactifs pour, encore une fois, diminuer notre accidentologie. Alors, cette collaboration entre Météo France et le syndicat des guides, on a essayé de la formaliser. Après une première réunion le 20 septembre, on est allé au centre d'études de la neige, mais Cécile me dit c'est Météo France qui est concerné, centre d'études de la neige, c'est à l'écart, hein, c'est ce que tu m'as expliqué. Et donc on a commencé à tracer les lignes d'une convention, d'une collaboration qui donc très rapidement, là maintenant, puisse donner lieu à la création d'un réseau d'observateurs niveau météo qui soit des guides. Je vois qu'il y en a 15 dans le Val d'Aoste. Nous, on n'en a pas, en fait, qui est cette fonction-là. Effectivement, qu'on systématise et qu'on développe la possibilité de saisir et de diffuser des informations sur l'avalanche. Et puis, on aimerait bien aussi avoir accès à ce réseau de stations développé par Météo France, maintenu par Météo France, afin d'en faire une utilisation qui n'est pas forcément une utilisation destinée à tout public. Alors là, ça a l'air un petit peu compliqué hein, pour l'instant, tu me disais, Cécile, mais c'est quand même quelque chose qu'on souhaite faire. Et donc, voilà, très rapidement, évidemment, s'il y a des guides identifiés qui sont passionnés et que ça intéresse, qui seront peut-être payés. Donc, former ces guides, évidemment, développer l'application qui va permettre d'échanger d'informations, vérifier que ça marche, tout ça. Et puis, j'ai vu un chiffre, hein, en Suisse, tu disais, Pierre, 177 stations météo, donc on n'en est pas là. En Savoie, c'est vrai qu'on a un réseau qui est assez complet entre les stations Météo France, entre les stations pour le département, entre les stations EDF, mais je pense à des massifs comme les Hautes-Alpes, voire la Haute-Savoie. On a un réseau de stations de mesure qui n'est pas forcément suffisant et qu'on voudrait améliorer. Voilà. Et puis, tout ça, effectivement, je ne peux pas s'évoquer sans un projet formalisé, des recherches de financement, etc. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère avoir été clair. Et le projet, c'est ça. Ok, merci Alain. Tous les véhicules qui sont juste là, c'est ça que tu as dit sur le parvis, sur le parvis, pas au parking là-bas, hein, seront enlevés par la police dans 20 minutes. Voilà, la petite action. Alors, Cécile Colléou pour Météo France, je vais vous laisser vous présenter aussi en même temps, et puis je fais la même chose, hein, même si Alain il a un peu dépassé. Hein. Il est où ? Non, c'est celui-là qui va fonctionner. Voilà, merci.
Oui, merci. Donc, Cécile Coléou de Météo France et je travaille à la cellule montagne et nivologie, donc, qui dépend de la direction des opérations pour la prévision. Donc, mon rôle, c'est essentiellement la partie qui est opérationnelle, donc prévision météo en montagne et prévision des risques d'avalanche. Pour ce qui concerne Météo France, on fournit des informations spécifiques en zone de montagne, hein, donc ça a déjà été mentionné, sous la forme de bulletins qui sont des outils d'aide à la décision et donc qui nécessitent une sensibilisation, une formation à leur utilisation en fonction de une montée en compétence des personnes qui peuvent les utiliser pour en tirer le meilleur bénéfice, et ça a déjà été rappelé. Donc pour nous, ça concerne des bulletins de prévision météorologique et aussi les bulletins d'estimation du risque d'avalanche. Donc dans le contexte récent à Météo France, il faut savoir que, comme dans l'ensemble de la fonction publique, il y a des contraintes et notamment de la réduction des effectifs depuis déjà pas mal de temps. Et donc, malgré cela, donc, les zones de montagne, c'est des zones où de faire de la prévision météo, c'est plus compliqué. De la prévision du risque d'avalanche, c'est évidemment une spécificité. Et donc, malgré les diminutions d'effectifs, on essaye de maintenir les centres. Donc, c'est ce qui a été rappelé par notre nouvelle présidente directrice générale, Madame Schwartz, cet automne, puisqu'elle est arrivée cet automne. Donc, au moins temporairement, pour essayer de voir comment on peut réanalyser donc, vraiment les besoins du milieu montagne et de engager une réflexion pour apporter le meilleur service possible avec toutes les contraintes qu'on a en ce moment. Bon, malgré ça, vous avez bien vu que la démarche de Météo France, et depuis pas mal d'années, c'est toujours le cas, c'est d'être en constante amélioration sur nos produits. Et en particulier, les bulletins, on est passé à des bulletins par massif, quelque chose qui a été bien apprécié sur l'estimation des risques d'avalanche. On a développé le support d'une appli Météo Ski qui permet de toucher mieux le public des pratiquants du hors-piste. On a aussi mis en place des choses pour permettre le téléchargement de ces bulletins depuis nos sites, ce qui permet plus facilement de préparer ses sorties. Et récemment aussi, on a mis une nouvelle rubrique sur les conditions des 7 derniers jours, qui est bien utile pour le milieu professionnel et des guides. Et d'ailleurs, les Italiens, du côté du Val d'Aoste, ont fait la même chose. Je pense que c'est des bonnes idées. Et sur tous ces bulletins-là, on échange beaucoup avec nos homologues européens de façon à harmoniser nos bulletins et effectivement partager et prendre chacun les bonnes idées. Alors, depuis 50 ans, donc, le dispositif sur lequel on s'appuie en France et qui a été créé début des années 70 pour améliorer la prévention des risques d'avalanche, c'est un dispositif qui, pour la partie prévision, s'appuie sur un réseau d'observation niveau météo qui, effectivement, est tenu principalement par les stations de ski. Ceci étant, les prévisionnistes dans nos centres météo de montagne, ils s'appuient aussi sur des réseaux de stations automatiques, ceux de Météo France, mais aussi tous nos réseaux partenaires pour lesquels on fait des échanges, on partage, parce que c'est vraiment les solutions d'aujourd'hui, hein, c'est de mutualiser les moyens, et en particulier sur les réseaux de stations automatiques, c'est bien le cas. Ils s'appuient aussi sur des mesures qu'ils font directement sur le terrain ou sur des recueils d'informations qu'ils récupèrent sur le terrain, et notamment des contacts avec certains guides ou certains acteurs, des contributeurs libres sur les comptes rendus de sites, etc. La différence en France, c'est que c'est quand même pas très formalisé. Et donc, c'est un point qui est vraiment très limitant. Donc, avec les guides, il y a des démarches qui ont été réengagées récemment. Donc,
il y en a toujours eu dans le passé, et tout particulièrement avec le SNGM et Météo France. Dans le passé, il y a eu des initiatives, dont on a essayé de faire des échanges via les sites internet, via le développement de l'appli Snow Feedback, mais c'est des choses qui n'ont pas complètement abouti ou qui n'ont pas été pérennes. Aujourd'hui, on pense qu'il y a vraiment l'opportunité de travailler ensemble. D'une part parce qu'on l'a vu sur toutes ces interventions-là, il y a vraiment une volonté de partager les informations qui est nouvelle, moi je pense. Et puis, il y a des besoins du côté des prévisionnistes de Météo France aussi d'élargir leur réseau de recueil et le recueil des observations. Et du coup, on voit que cet intérêt commun qu'on peut trouver là, c'est sûrement un gage de pouvoir construire quelque chose de pérenne. Donc pour la construction de ça, on a décidé avec le SNGM d'essayer à titre expérimental pour l'hiver prochain de poser les briques de cet échange avec quelques guides, d'en faire une évaluation derrière pour voir qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui n'est pas faisable, et puis de voir en termes de priorité qu'est-ce qu'on pourra développer, étendre à l'ensemble des guides. Et par ailleurs, on a aussi lancé un groupe de travail donc, avec des experts. Donc c'est un peu plus large, mais ça rejoint complètement la démarche avec celle du SNGM. C'est de réfléchir sur les enjeux de sécurité d'un point de vue nivologique et météorologique en zone de montagne. Donc pour ça, ce groupe, il est piloté par Météo France, donc moi-même, et puis le SNOSM, donc Claude Jacot. Et il regroupe un certain nombre d'experts qui sont des guides, moniteurs de ski, de l'ENSA, des secours, des services de secours, de Domaine Skiable de France aussi, de par l'expérience qu'ils ont du réseau niveau météo, et de l'ANENA, pour avoir aussi une vision du côté pratiquant non professionnel. Alors, deux axes ont été retenus, donc bien évidemment on va retrouver toujours les mêmes. C'est d'une part l'observation, parce que c'est un point crucial, et donc quels sont les besoins, quels sont les enjeux, quoi partager, quels sont les outils pour partager, et un premier travail de recensement qui va être fait dans les semaines qui viennent pour évidemment s'appuyer sur ce qui se fait aussi à l'étranger, et un deuxième volet sur la prévision, les aspects prévision, avec dedans un axe qui est sur l'utilisation des outils. On a bien vu qu'il y avait un problème, et un problème qui est souvent lié à de la terminologie, du langage. Si on n'emploie pas le même langage, on ne se fait pas comprendre. Donc ça, c'est un des axes importants. Et le deuxième, c'est aussi pour pouvoir anticiper les évolutions. Et en particulier, donc, Météo France a le projet de faire évoluer ses bulletins montagne et bulletins d'estimation de risque d'avalanche, fusionnés dans un seul bulletin ciblé sur les risques météorologiques et nivologiques en zone de montagne, et qui soit disponible toute l'année et disponible par massif. Donc on a cette évolution qui est prévue. L'anticiper, ça veut dire la faire partager au préalable et le plus tôt possible avec des utilisateurs pour pouvoir modifier et construire ensemble les rubriques qui iront bien. Voilà. Ok, impeccable. Alors, Jean-Baptiste Eustachi, conseiller montagne de la Gendarmerie nationale. Et là, c'est côté règles. Paf, les 5 minutes, vous allez voir, ça va rentrer. C'est le militaire qui prend la pression, mais on a l'habitude. Ouais. Donc oui, effectivement, je suis responsable de la gendarmerie de montagne. On fait partie, les PGHM font partie du réseau d'observateurs de Météo France depuis longtemps, et donc je suis basé à Paris, et je rebondis tout de suite sur quelque chose que le député Roseraine a dit tout à l'heure, qui est très juste. C'est que faire exister la montagne à Paris, c'est pas toujours évident. Et je voudrais insister dans un premier temps sur l'aspect communautaire du travail qu'on a ou qu'on peut avoir entre montagnards sur la prévention du risque d'avalanche. Je pense que c'est vraiment essentiel. Une illustration, légèrement, une petite digression, mais on a l'occasion, par exemple, à travers nos travaux communs,
d'appuyer auprès de Météo France la nécessité de maintenir les centres météo de montagne, parce qu'on sait que ça fait partie de l'écosystème, et on essaye de relayer ça. D'une manière générale, je pense que c'est vraiment important. La montagne française, vous le savez, c'est un patchwork. Il n'y a pas un chef de la montagne française, et c'est sûrement très heureux comme ça. Mais c'est très important qu'on ait le souci de contribuer. Et je pense que la sécurité, qui n'est jamais un objectif en soi, hein, on est bien d'accord, c'est quand même la condition et le moyen de beaucoup de choses. Et à travers ces questions de prévention du risque d'avalanche, et notamment de prévention dynamique, ce sera le deuxième point, on a un levier pour travailler sur l'aspect communautaire de ce monde de la montagne. Je crois que c'est vraiment essentiel quand on tient compte de tous les changements qui s'annoncent, que ce soit climatique et tout ce qui en découle, les questions économiques et autres. Donc nous, on a vraiment à cœur de s'intégrer et de relayer au maximum les infos qu'on peut avoir. Et c'est vrai qu'on dispose, avec la pratique de nos spécialistes montagne, que ce soit en entraînement, en exercice ou en secours, on dispose d'une capacité d'observation de la montagne qui est assez étendue dans le temps et dans l'espace. Et on a la chance aussi de survoler souvent les massifs, donc on a accès à pas mal de choses. Et c'est comme ça que le PGHM de Briançon a pu communiquer l'info la semaine dernière en disant ça part de partout, mais en plus ça part un peu gros. Donc c'est des choses, ce qu'a dit Alain, je suis tout à fait en phase avec. On voit bien qu'il y a une espèce de paysage un peu protéiforme là, où chacun doit prendre sa part dans un souci commun. Et le bien commun autour duquel se fonde notre communauté, c'est la montagne, et plus précisément la pratique de la montagne. Donc à travers notre pratique, il faut qu'on arrive à valoriser les choses. Pour le faire, il faut agir, ça c'est la deuxième partie, c'est le côté dynamique. Les guides n'ont pas de machine à café, mais les PGHM en ont, et je peux vous dire qu'elles tournent bien. Simplement, il n'y a jamais rien qui se décide à la machine à café. Et c'est chacun qui décide d'agir à partir de ce qu'il a entendu ou pas à la machine à café. Et celui qui n'y était pas, il n'a pas entendu les choses. Donc on a effectivement un travail qui est en cours dans notre politique de réduction du risque, avec des processus qui ne sont pas forcément transposables ici, parce qu'on est une institution assez cadrée, etc. Mais on a un travail en cours pour essayer de formaliser un peu tout ce qui se dit, tout ce qui plane, tout ce que chacun sait, sachant que plus on formalise, plus on risque, c'est pas systématique, mais on risque de perdre un peu l'adhésion des gens, parce que c'est moins spontané, parce qu'il faut se pencher sur un outil, etc. Et aujourd'hui, évidemment, la technique nous offre des outils assez pratiques, voire même presque ludiques, pour partager les infos. Et tout ce qui a été dit ce matin par Maud sur le fait que le risque en montagne était dynamique, il est pas vraiment, on ne peut pas l'identifier complètement à chaque fois. La situation, elle évolue, donc au travail qu'on fait déjà auprès de l'ANENA en remplissant les fiches après les avalanches, auprès de Météo France en faisant les coupes du manteau neigeux, on va essayer de s'intégrer dans la démarche qu'Alain a présentée pour faire de manière un peu plus formelle ce qu'on fait déjà naturellement sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, en valorisant finalement les observations qu'on fait et en les mettant à disposition du monde de la montagne. Je pense que le BERA, pour notre communauté ici rassemblée, guides, moniteurs, enfin professionnels entre eux, le BERA, pour nous, c'est pas un produit, on n'est pas des clients du BERA, c'est un coproduit. Et donc c'est vraiment la dynamique dans laquelle on a envie de s'intégrer avec l'ensemble des acteurs. Voilà pour moi. Et merci Jean-Baptiste, ça a été au top. Jean-Louis, tu as 1 minute et puis on passe la parole aux politiques. Juste 1 minute, justement, faire le lien entre ce qui vient d'être dit et les politiques. Je vais vous mettre un petit peu la pression. Vous avez accepté d'être là aujourd'hui. Maintenant, on va vous demander des réponses. Peut-être pas aujourd'hui, mais dans l'avenir, vous avez vu qu'il y a une vraie volonté de la part de tous, Météo France, bien évidemment avec son problème d'effectifs, et justement la collaboration avec les guides pourrait permettre de pallier à ce manque d'effectifs. Comment on pourrait assez rapidement, moi je pense qu'il faut aller vite, parce que l'intérêt c'est la sécurité, c'est la vie des gens qui est derrière, comment très rapidement on peut arriver à signer une convention de partenariat entre le syndicat national des guides et Météo France pour arriver à de meilleures solutions par rapport à la sécurité. Si on a sauvé une seule vie grâce à ce partenariat, on aura rempli notre mission. Voilà, je vous donne la parole et maintenant à vous.
Je vous laisse vous représenter aussi, comme ça, pour les nouveaux arrivants. Donc, Xavier Rosin, je suis député de la circonscription du Mont-Blanc et j'anime le groupe montagne à l'Assemblée nationale. Alors, le risque zéro en montagne, surtout quand vous êtes montagnard, vous savez que ça n'existe pas. Par contre, je suis certain que collectivement, on peut améliorer vraiment la connaissance du risque et permettre du coup collectivement de faire diminuer ce risque. Moi j'ai été impressionné par les deux expériences en Italie et en Suisse où vous avez un système peut-être un peu plus rigoureux que nous pour l'instant en Suisse et c'est bien de prendre ces bons exemples. Je voudrais juste rappeler ce qu'on a fait avec Météo France parce qu'on a la chance d'avoir Météo France qui est très structuré sur l'ensemble des risques et entre autres sur la partie avalanche et qui a une vraie connaissance et une connaissance théorique. On a beaucoup discuté parce qu'on savait bien que la modification un peu de Météo France voulait plutôt enlever des effectifs sur nos montagnes en disant qu'effectivement on peut très bien de Grenoble aujourd'hui avoir une prévision qui soit très précise. Sauf qu'on a quand même, et c'est la particularité de la partie nivologie, c'est que sur la neige, on a besoin d'avoir une connaissance de terrain. On a besoin d'avoir des gens qui sont sur le terrain et avoir des relais. Et que, je vais prendre l'exemple quand j'étais maire de la commune des Ouches, je peux vous assurer que quand vous êtes en commission de sécurité et que vous devez prendre la décision d'évacuer ou pas des gens parce que vous avez un risque d'avalanche, vous êtes vraiment rassuré quand vous avez la personne de Météo France qui est allée sur le terrain, qui a appelé l'ensemble des partenaires informels pour l'instant, et là j'y reviendrai, et qui vous rassure et qui vous disent ben voilà monsieur le maire, moi si j'étais vous je ferais ça. Et ben ça sera quand même beaucoup plus rassurant que si vous avez quelqu'un qui est à Grenoble, qui est un super expert, mais qui n'est pas allé marcher dans la neige ou qui n'est pas allé appeler le refuge gardien pour voir ou un guide de haute montagne. Donc ce partenariat, et on a rencontré Madame Schwartz, la nouvelle directrice de Météo France avec mes collègues parlementaires, pour effectivement être assuré sur le fait que nous allons garder ces observateurs. Et moi, je suis très content qu'on aille vers ce partenariat et ces conventions avec les guides, parce que, vous le disiez, monsieur mon colonel, c'est qu'aujourd'hui, ça se fait de façon informelle. Et je crois qu'il nous faut presque rien, un petit peu de moyens. Et là, il faudra qu'on aille chercher un peu des subventions, mais il faut un petit peu de moyens pour que l'ensemble des professionnels de la montagne, avec des outils comme ça, on arrive à faire quelque chose en prenant les bonnes pratiques qui se font en Suisse et en Italie, qu'on arrive à faire quelque chose de performant, qui soit rigoureux. Et puis si on arrive à améliorer, qu'on soit un peu plus que 2/3, bon, et ben, tant mieux. Mais en tout cas, c'est vraiment là-dessus qu'il faut y aller. Et je ne vais pas faire long pour qu'on puisse après répondre aux questions. Mais il faut nous interpeller quand il y a des choses à défendre, comme vous l'avez fait sur la partie Météo France. Mais je suis certain qu'on a tout pour réussir et qu'il ne manque pas grand-chose. Donc le syndicat des guides et l'ensemble des partenaires, nos gendarmes, nos PGHM, et puis je pense que du coup on devrait faire quelque chose de très joli. Ok, super, merci. Ça y est. Avant l'échange avec la salle, un petit mot de votre part, vous présentez pareil, et puis après comme ça on échange. Donc Cyril Pelva, je suis sénateur et aussi président du groupe développement économique de la montagne. Alors bon, il y a déjà beaucoup de choses ont été dites par mon collègue Xavier, mais au moins vous voyez qu'entre les deux chambres, on a l'occasion de travailler conjointement quand c'est pour défendre les intérêts de la montagne. Et aussi pour redire bien évidemment qu'au niveau de la montagne, c'est 10 millions d'habitants, c'est 30% du territoire de la montagne et c'est du territoire national. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident, notamment à Paris, de se faire entendre quand on a les problématiques montagne, mais également j'associe nos collègues du littoral. Peut-être juste un élément de réponse par rapport à Météo France. C'est vrai qu'on a eu les auditions quand Madame la Présidente allait être nommée. Et clairement, quand on chasse en meute avec les élus de la montagne, on voit qu'on arrive à avoir des évolutions. Et je crois que quand l'audition, on a commencé à aborder les difficultés qu'il pouvait y avoir sur la Savoie et la Haute-Savoie, les choses ont réussi à se décanter un petit peu. Après, charge à nous de faire le suivi, et vous le faites au quotidien. Jean-Louis, Christian, bien évidemment, on a eu l'occasion de se voir à Paris. Vous avez parlé de vos problématiques. On peut associer aussi les moniteurs avec Eric Brèche, etc. Donc, je pense qu'il est important, c'est vraiment cette co-construction, ce dialogue permanent quand il y a des risques, quand il y a des
sur les différents projets, que ce soit de loi ou autres, de pouvoir avoir ce dialogue. Et nous, quand on a les amendements, quand on peut les défendre et quand on voit qu'on a toute la communauté qui est derrière nous, pour nous, c'est bien plus facile. Et peut-être également un élément, parce qu'on parlait des réductions budgétaires, bien évidemment, qu'handicap aujourd'hui Météo France et bien d'autres services, mais clairement, là, on est en plein projet de loi de finances. On a l'occasion, donc au niveau de ma commission, l'aménagement du territoire et le développement durable, d'avoir des auditions régulières avec les différents présidents, mais charge aussi à Météo France de nous dire quelles sont les problématiques et de nous dire, voilà, nous, il nous manque tel montant, etc., pour pouvoir avancer et garder une certaine qualité de service. Donc si nous, on est alimenté, à ce moment-là, on peut faire le travail parlementaire et on peut, après, garantir l'accessibilité. Donc maintenant, je pense qu'au niveau de la convention, on fait le suivi également avec Jean-Louis, Christian, Xavier et la nouvelle présidente qu'on a vue également la semaine dernière. Je crois que les choses sont dans les tuyaux, mais en tout cas, c'est à relever que c'est aussi, nous, on n'est pas des spécialistes comme les interlocuteurs qui sont intervenus avant nous. Nous, on est vraiment là pour être vos porte-parole au niveau national. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous solliciter, comme le font régulièrement Jean-Louis, Christian et beaucoup d'autres ici, pour qu'on puisse ensemble garantir la sécurité de tout le monde. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup pour ces interventions précises et courtes. Est-ce qu'il y aura des questions dans la salle ? Je veux voir déjà s'il y en a plusieurs, et comme ça pour répartir un peu. Il y en aura au moins une là, deux là, trois là. Donc on va aller prendre les questions. Je vous invite sur les réponses. Des fois, souvent, hop là, on reprend un peu notre fil de discussion, on va un peu loin. L'idée, c'est de pouvoir traiter ces trois questions. Je vous laisse vous présenter aussi lorsque vous posez les questions. Bonjour, Olivier Moret. Je suis co-auteur d'un ouvrage qui s'appelle Avalanche, comment réduire le risque, qui était paru aux éditions Guérin. Je suis aussi le directeur de la Fondation Petzel, dont l'une des actions principales, c'est la prévention et la gestion du risque. C'était moins une question qu'une information que je voulais porter à la connaissance à la fois des intervenants et des participants à ces journées, auxquelles je remercie d'avoir été invité. On a sorti mardi dernier 2 applications de préparation de course pour réduire le risque d'être pris dans une avalanche qui s'appuie sur un certain nombre de données, dont le bulletin dont il vient d'être question ici. L'idée de ces applications, c'est de présenter sur une interface cartographique, autant dire une carte IGN, les zones de danger en fonction d'un certain nombre de critères, dont le bulletin, et d'autres paramètres que sont l'inclinaison de la pente, la couverture de cette pente, qui peut être forestière, rocheuse, etc., de faire mouliner tout ça par un petit algorithme, et donc de montrer aux pratiquants quelles vont être les zones de danger qu'ils vont devoir affronter le lendemain, et éventuellement d'orienter leur choix de course, voire de renoncer à telle et telle course. Donc une des applications, je ne vais pas en dire plus, j'ai des petits dépliants là-dessus, je vais en poser, vous pourrez les voir. L'une des applications, c'est Yeti, elle a été créée avec l'IGN, et l'autre, ça n'est que l'application en France, une application qui existe déjà en Suisse, qui s'appelle Ski to Run Guru, et dont on propose un essai là pour l'instant sur les massifs de Beldon, du Beaufortin et de la Lausière. Voilà, merci. C'était plutôt une remarque, sinon il y a peut-être une... Je peux peut-être juste rebondir là-dessus, notamment par rapport à l'application Ski to Run Guru qui existe en Suisse. C'est de la réalité augmentée, 3D, en fait, où on enregistre des itinéraires, comme on le fait sur la route, et puis après, voilà, on arrive... en couplant ça avec le bulletin météo et le bulletin d'avalanche, à dire quelles sont les zones qui sont à risque, etc. C'est un plus. Faisons attention quand même de continuer de regarder la montagne et regarder la neige, pas de se retrouver certaines fois comme dans les métiers de la santé, où on médicalise des gens, on ne sait plus pourquoi, on leur donne à avaler des médicaments, puis à la fin, ils sont encore un peu plus malades qu'avant de rentrer chez le médecin. C'est juste une image, mais le métier, c'est quand même celui d'être dans le terrain et d'ouvrir les yeux et les oreilles. Bonjour à tous, Manuel Roberti. Je suis guide et formateur à l'EMHM. Dans ce cadre-là, depuis 17 ans, je forme des militaires, entre autres, et puis des fois d'autres personnes dans des clubs. Voilà. Et je trouve qu'il y a une énorme difficulté à faire comprendre l'essence du bulletin d'estimation du risque d'avalanche.
en fait, on est obligé de passer par une sorte de logiciel de traduction, quoi, finalement. J'ai lu d'excellents articles là-dessus, et puis j'ai suivi des formations avec l'ANENA pour apprendre à décrypter le bulletin. Mais en même temps, je me dis, on prend quand même le problème à l'envers. C'est qu'on devrait avoir un bulletin qui soit très synthétique, très lisible par tout un chacun et pas simplement par des ingénieurs et des gens qui sont des experts, quoi. Voilà. Je pense que le bulletin devrait s'adresser à tout le monde et avoir des pictogrammes. Je prends l'exemple, je suis allé en Norvège, le bulletin norvégien, bien moins complet que celui de Météo France, hein, attention, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Le bulletin est très synthétique et très lisible par n'importe qui, quoi. Voilà. Merci. Tu prônes une simplification du bulletin, hein, on va dire surtout. Pas une simplification dans le sens de moins d'informations, mais des informations plus synthétiques, moins de blabla, quoi, en fait. Alors, qui c'est qui s'y colle? Prends le bon micro, celui avec l'embout blanc. Ouais, donc j'entends bien effectivement les remarques de Manu sur des bulletins ailleurs qui sont plus lisibles. Il y a aussi ailleurs des bulletins qui sont multilingues. C'est aussi une piste d'amélioration. Donc des améliorations sur le bulletin sont possibles, mais pas toutes. Il y a notamment les concepts d'être précis et exact. Et c'est vrai que les pratiquants on aimerait bien des bulletins précis et exacts, ce qui nous disent ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Et ça, on se dit que c'est un peu croire au Père Noël. Hein. Alors c'est confortable de croire au Père Noël, on a tous eu envie, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire, que Météo France ne peut pas faire dans le cadre de ces bulletins, que moi je ne peux pas faire pour l'estimation de risque sur les routes. Voilà. Et le tout, c'est qu'on cesse de croire au Père Noël et que les prévisionnistes abandonnent l'idée de jouer au Père Noël. Oui. Donc merci pour cette remarque. Alors effectivement, les bulletins d'estimation du risque d'avalanche, ils sont rédigés par quelqu'un, et c'est la richesse qu'il y a dans ce texte de bulletin. C'est pas toujours très simple, mais moi je suis convaincue que c'est par un échange plus étroit avec les utilisateurs, ceux qui font les formations justement à l'utilisation de ces bulletins, qu'on pourra progresser aussi sur l'harmonisation. Alors ça passe en partie par des informations qui peuvent être mises sous forme de pictos. C'est ce qu'on a fait il y a quelques années en introduisant les pictos, par exemple, d'orientation des pentes les plus dangereuses, ou les pictos qu'on va faire encore sur les pictos de situations avalancheuses typiques, pas cet hiver, mais l'hiver suivant probablement. Et donc, mais ça, il y a aussi les formulations qui sont utilisées, le texte et la structuration dans les rubriques en paragraphes. Nous, en France, par exemple, on a l'habitude de décrire nos risques par la distinction départ spontané et déclenchement pour les skieurs. C'est quelque chose qu'on fait remonter en synthèse du bulletin. On essaye depuis 2 ans de le faire systématiquement dans les rubriques. Ça fait partie des choses qui facilitent ensuite la lecture par les utilisateurs. Mais pour ça, on a aussi besoin d'échanger avec des utilisateurs et de ce type de retour pour pouvoir progresser aussi dans notre formulation, structuration du bulletin. Je peux prendre la parole. Sébastien Scande, guide de haute montagne et ANENA. Déjà, merci beaucoup pour la qualité des présentations qui viennent d'être faites sur la table ronde et cette mise en perspective et internationale et entre des techniques et des politiques. Donc je trouve que c'est extrêmement pertinent. Et pour compléter ce qu'a dit Cécile ou ce qu'a dit Manu, je pense vraiment qu'il faudrait qu'on prenne le problème dans le bon sens et qu'on revienne à une lecture de bulletin qui soit surtout plus confortable pour les utilisateurs, allant vers l'utilisation systématique des pictogrammes qui ont été unifiés au niveau européen depuis des années, qui sont en place maintenant en Suisse, en Italie. Ça, c'est un point. Et il y a également un autre point qui est d'adopter une communication sécurisée au niveau des termes qu'on emploie dans le bulletin. Les prévisionnistes sont des gens très compétents, mais en termes de rédaction, force est de constater
et je pense être très bien placé pour le constater, vu que je navigue dans tous les bulletins en France depuis des années, au niveau de mes activités de formateur, il est extrêmement difficile de traduire certains termes qui sont propres à chaque personne bientôt, alors qu'il existe des moyens simples de communiquer de façon sécurisée avec des termes arrêtés qui, au-delà des pictogrammes, permettraient de continuer à ce que le prévisionniste exprime précisément ce qu'il veut dire par des termes que tout le monde comprendrait de la même manière tout le temps. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ces interventions. Donc le débat est riche, allez-y. Si vous voulez rajouter un petit mot. Oui, donc juste pour préciser à Sébastien Escan, donc c'est effectivement un travail qu'on fait sur la terminologie et qu'on va poursuivre. Et ça fait partie d'un des axes ou d'un des sous-thèmes de réflexion à engager dans le groupe de travail auquel tu participes. Alors ça sera la dernière... Vas-y, et puis après on fera la dernière intervention. Ce qu'a dit Seb est très important, je crois que c'est vraiment préalable. Il faut définir un glossaire, un dictionnaire de votre vocabulaire français. Si vous arrivez un petit peu à l'adapter aussi au dictionnaire français-suisse, c'est cool. Mais c'est vraiment déterminant. La Suisse, on est confronté à ça tous les jours avec nos 4 langues nationales. Et c'est pour ça qu'on a fait ce travail préalable, en fait. C'était impossible de se comprendre et on n'arrivait pas à traduire. Donc voilà, on a commencé par ça. Le groupe que je vous ai présenté en introduction ce soir, c'est ces 14 institutions nationales qui ont défini ce wording avant de faire les autres travaux. Ok, merci. Dernière intervention. Juste, je veux ajouter une chose, que c'est vrai que si on fait comme le Suisse, et côté italien, ils ont suivi, par exemple, les provinces de Trento et de Sud-Tyrol avec le Tyrol. Donc, on utilise une structure du bulletin homogène. Donc, ils vont l'écrire comme le Suisse en allemand et va être traduite. Donc, il y a un formulaire avec pas mal de possibilités, mais quand même, c'est standardisé. Ça veut dire qu'il y a le côté positif, que tous les prévisionnistes vont écrire de la même façon, puisque ce n'est pas eux qui écrivent. Ils vont choisir un vocabulaire des phrases. Le côté négatif, qu'on ne peut pas exprimer les nuances. Donc, ça dépend du choix. Nous avons, en Vallée d'Aoste, pas fait le choix de harmoniser tout. Donc, c'est vrai qu'il y a des différences entre prévisionnistes. On a plutôt travaillé sur la communication efficace. On essaie de l'améliorer. Mais c'est vrai que ce sont deux côtés très différents d'approcher, d'arriver vers le bulletin. Donc ça dépend aussi de vous. Ce qui, comme Sébastien disait, je peux faire quelque chose de standardisé. Mais c'est vrai qu'on n'arrive pas à faire noter les nuances dans certains cas. Simplement d'écrire en gros le danger. Mais il y a des situations particulières. Par exemple, moi, j'apprécie bien du bulletin suisse la deuxième partie, celle qui a été écrite par les prévisionnistes, puisque c'est vraiment ce qu'ils vont dire. Tandis que côté du danger, je le trouve bien harmonisé, donc c'est un côté très positif, puisque tous les 7 ou 8 prévisionnistes disent dans la même façon, pas comme chez nous. Mais c'est vrai que c'est un peu standardisé. Donc je trouve dans certains côtés un peu pauvre, mais ça dépend des choix. C'est pas peut-être une différence de culture, oui. Là, simplement. On a une dernière intervention, s'il vous plaît, derrière au bar, de faire encore le silence. Ça va pas durer longtemps, puis après on passera à table. Georges. Moi, c'est juste une question sur l'échelle de risque, qui va de 1 à 5. Le 5, c'est... Les routes sont fermées, tout est fermé, on peut pas, entre guillemets, sortir la tête. Est-ce que finalement, ce risque 5, il doit être dans la même échelle de risque que l'échelle... Parce que du coup, on dit c'est 5, puis après 4. Est-ce que 4, ce ne serait pas le maximum pour les activités de plein air? Et est-ce que le 5 ne pourrait pas se traduire d'une autre façon? C'est encore moi qui réponds, mais donc sur l'échelle de risque, c'est une échelle de risque qui est européenne, donc c'est vrai que ça c'est un avantage, c'est des inconvénients parce qu'on a du mal à la faire évoluer et tout ça.
Le gros avantage, c'est qu'elle est bien connue. Et depuis quelque temps, on y a associé des pictos qui sont sur les indices de risque. Et vous aurez remarqué que le picto sur le risque 4, fort ou très fort, c'est le même picto qu'on a utilisé. Parce que justement, sur ces pictos, on cherche à communiquer plutôt vers les pratiquants, particulièrement les pratiquants peut-être du hors-piste, ceux qui vont encore être les moins avertis, se poser le moins de questions. Donc un chiffre, ça ne veut pas dire grand-chose. Quand on a juste un chiffre, un niveau de risque, le picto, il a une couleur. Par exemple, le picto de risque niveau 3, il a 2 points d'exclamation, il est orange. Donc déjà, c'est un signal comme quoi c'est pas un risque anodin. Son petit nom, c'est risque marqué. Et donc, si on se dit que c'est sur 5 niveaux, le risque marqué de niveau 3, il est au milieu. Voilà, maintenant, par rapport au picto, il est dans la partie supérieure, puisqu'on n'a plus que 4 pictos, 2 risques faibles et risques limités, et puis les 2 autres pour risque marqué et risque fort. Et effectivement, quand on est en risque très fort, au niveau 5, ce sont forcément des situations sur lesquelles on attend des très grosses ou des très grandes avalanches qui vont poser des problèmes sur les secteurs routiers, sur les habitations. Donc pour les pratiquants, notre façon de communiquer aujourd'hui, c'est de dire, en fait, l'échelle de risque, elle s'arrête au niveau fort. C'est une façon de montrer que le 3, il n'est plus juste au milieu, mais il est dans la partie supérieure. Ok, super, merci beaucoup. On va s'arrêter. Skieur, il est jusqu'à 4. Voilà, de 1 à 4, tout à fait, sur le... C'est ski. Voilà, c'est ce que rappelle Seb et c'est ce qu'avait sous-entendu Georges. 1 à 4, le risque skieur, et 5 qui ne concernent pas les activités de pleine nature. Merci beaucoup à vous d'avoir participé à cette table ronde. 50 minutes pour manger, 13h10. À 14h, on se retrouve.